Dans un instant, retrouvez une rencontre enregistrée mercredi 6 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche avec Bertrand Joly, ancien professeur des universités et auteur entre autres de L'histoire politique de l'affaire Dreyfus, paru chez Fayard en 2014. Il y présentait ce jour-là son nouvel ouvrage intitulé Aux origines du populisme, histoire du boulangisme 1886-1891, édition du CNRS. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Premier remerciement d'abord, bien sûr, pour la librairie Ombre Blanche. On ne le fait jamais assez. Et tous ceux qui viennent et qui la connaissent et tous ceux qui la découvrent et la rencontrent sont toujours aussi à la fois surpris et ravis d'être ici dans ce qui est quand même un lieu particulier de Toulouse, qui est un lieu culturel. Ce matin encore, nous présentions ici le Festival Histoire à venir, avec Christian Torel et tous les organisateurs de cette édition 2022. Et il insistait, c'est pour ça, là je lui rends hommage en direct, Christian Torel, donc l'âme de cette maison, il insistait sur le fait qu'il y a effectivement à Toulouse la rencontre entre une soif de culture réelle, et puis aussi, et là je passe à l'édition et à l'éditeur qui nous occupe aujourd'hui, et puis aussi un lectorat de sciences humaines, d'histoire et de sciences humaines particulier. Et il nous disait ce matin combien, en fait, en nombre de ventes de livres de sciences humaines, Toulouse arrivait immédiatement après Paris, et souvent bien devant, enfin là je le suis et je le crois, bien volontiers, bien devant les autres capitales régionales. Bien sûr, il y en a d'autres, et il ne s'agit pas de faire un cocoricoque, pour le coup, qui serait trop appuyé. Mais enfin, on est tellement heureux d'être ici et de savoir combien on contribue à cette diffusion. Alors, aujourd'hui et ce soir, nous avons la chance de recevoir pour un livre sur les origines, exactement aux origines du populisme, histoire du boulangisme, Bertrand Joly. Et je voulais, avant de le présenter, commencer par dire, puisque j'ai cité dans cette chaîne du livre un premier acteur qui est le libraire, et les publics, bien sûr, citer aussi quand même et remercier chaleureusement, on en parlait tout de suite avec Bertrand Joly, j'ai cité l'action de CNRS Éditions. Alors, je veux le dire parce que on est dans un temps de publication compliquée, avec des formes de regroupement inquiétants, et une action malgré tout derrière ça d'éditeurs. Alors à Toulouse, nous avons un Arcarsis, c'est pas le seul, mais il existe, mais aussi d'éditeurs qui proviennent du monde, qui dans leur nom même portent le plus fort du scientifique, CNRS Éditions, mais qui savent élargir et effectuer ce rôle de passeur si important vers les grands publics, le grand public éclairé que nous représentons et que Toulouse, semble-t-il, porte un peu plus et un peu plus fort qu'ailleurs. Dire que justement CNRS Éditions, par exemple, a eu l'occasion de publier des Toulousains, j'insiste là-dessus aussi, Jacques Cantier et son Lire sous l'occupation, qui est un... Bon, d'abord, Jacques Cantier est quelqu'un de formidable, mais alors ce livre est remarquable. Et puis, Pierre-Frédéric Charpentier, qui est un autre ami et puis camarade, pour effectivement son livre Imbécile, c'est pour vous que je meurs, qui est un livre formidable, effectivement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde et un moment à la fois très contemporain et malgré tout un peu enfoui, d'où l'importance de ce livre. Très contemporain parce qu'il va s'agir de parler du populisme, et nous savons combien l'époque est au populisme. On n'a pas forcément attendu Pascal Horry, mais il insiste, par exemple, sur l'idée qu'on est dans une phase succédant effectivement à celle du progressisme, qui serait celle du populisme. Donc voilà d'où nous parlons aujourd'hui. Mais c'est aussi un monde et un moment finalement moins proposé dans le débat public que ne peut l'être, on y reviendra, le parallèle avec l'affaire Dreyfus, dont mon voisin est un historien de l'histoire politique ô combien. Eh bien, justement, pour travailler sur ce thème-là, dire que, bien sûr, il y a
à peine une semaine, nous recevions Philippe Collin pour parler de Philippe Pétain, mais que là, recevoir Bertrand Joly pour parler de Georges, au fait, qui se souvient du prénom de Boulanger? Georges Boulanger, hein, est un parallèle et un rebond tout à fait heureux. Effectivement, Bertrand Joly est à la fois un universitaire, mais aussi une formation de chartiste, et donc et même un exercice de conservateur, enfin, j'espère ne pas me tromper. Et c'est une figure d'historien qui est à la fois un classique, mais qui de nos jours est beaucoup moins fréquente, hein, que d'avoir le double parcours finalement. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous questionner d'abord sur les sources. Non pas parce que vous seriez simplement un chartiste, mais parce que, prenant ce livre, me rappelant de lectures peut-être un peu plus anciennes qui étaient, et on y reviendra, ce livre n'est pas une biographie, mais qui était la biographie de Jean Garrigue, je me demande, et je vous pose comme question initiale, cher Bertrand Joly, au fond, quoi de neuf du côté des sources? Et dans ce livre, à nouveau, un coup de chapeau à l'éditeur, où nous avons 20 pages de sources dûment référencées, eh bien, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et puis, y a-t-il eu des surprises dans l'enquête venant d'abord des sources? Oui, pour les sources, il y a en effet du nouveau. Pour faire l'histoire politique de la France, il y a deux sources principales. Ce sont les archives, c'est la presse d'abord, lire les journaux, et ce sont les archives de la police qui surveillent tous les mouvements un peu agités dont il y a quelque chose à redouter. Donc ces sources-là sont bien connues. Il faut simplement s'armer de patience. C'est un labourage parfois un peu ingrat, il faut bien le reconnaître, mais ce sont des sources bien connues. Alors, il y a aussi les témoignages des contemporains, ceux qui ont laissé des correspondances, des mémoires, etc. Tout ceci, donc, je les ai vus, mais je ne prétends rien apporter de très, très nouveau. En revanche, j'ai eu la chance de trouver une piste totalement inédite et pourtant qui était là depuis très longtemps. Ce sont les archives du Sénat. Pourquoi le Sénat, me direz-vous? Parce que le Sénat a jugé Boulanger quand il a été érigé en haute cour, conformément à la loi. Il a jugé Boulanger, et donc la commission d'instruction de la haute cour, composée de sénateurs, et le parquet général ont demandé des documents à d'autres administrations. Ils ont demandé au Quai d'Orsay sur le comportement de Boulanger quand il était en Tunisie. Ils ont demandé au ministère de la Guerre, puisque Boulanger avait été ministre, et surtout, ils ont demandé à la police, à la préfecture de police, qui a envoyé des documents au Sénat et qui ne les a jamais rendus, ce qui n'est pas bien. Mais ce qui m'a donné, moi, l'avantage d'avoir une mine totalement inédite qu'aucun historien n'avait vue pour une raison toute bête, c'est que le Sénat, les archives du Sénat, pendant longtemps, ne s'occupaient pas des archives. J'étais allé il y a bien longtemps, quand je préparais ma thèse, et j'avais demandé ce qu'ils avaient. Ils m'ont dit, non, on n'a rien. On n'a rien sur les hautes cours. Ils m'ont donné 10 cartons de résultats de scrutin qui n'avaient aucun intérêt, alors que les cartons qui concernaient Boulanger, je l'ai fait depuis, étaient au-dessus de leur tête, sur un rayonnage. Et heureusement, une de mes étudiantes nantaises a fait son stage d'archiviste au Sénat, et elle a classé le fond des deux hautes cours. Et donc elle m'a dit, mais il y a quelque chose sur Boulanger et vraiment intéressant. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Pour le reste, j'ai eu la chance d'avoir une copie du journal intime d'Henri Galli. Henri Galli, qui est quelqu'un de pas connu, qui à son époque était plus connu, qui était un journaliste proche de Rochefort d'abord et surtout proche de Déroulède. Il va être un des piliers de la Ligue des Patriotes et un pilier, un homme modéré, un esprit pondéré, qui n'est pas antisémite, qui est un anti-Dreyfusard un peu hésitant à la fin et qui est prêt à changer de camp. Et que c'est lui qui va sauver la Ligue patriote de la dissolution pendant l'exil de Déroulède. Donc un homme intelligent qui sait observer et qui est dans les coulisses du mouvement. Et puis j'ai eu, je peux le dire, les archives de mon arrière-grand-père, qui était journaliste royaliste, qui n'était pas un grand personnage, mais qui a laissé quelques correspondances qu'il recevait, et deux ou trois lettres sont intéressantes, car ce sont des royalistes qui lui écrivent et qui peuvent s'exprimer librement. Dans une correspondance privée, on dit ce qu'on ne dit pas dans un article, et j'ai toujours été très étonné par ce royaliste de Nancy qui lui écrit après l'élection, la défaite de l'opposition. Il dit, on était battus, finalement, je crois que c'était ce qui pouvait nous arriver de mieux. Quand on en est là, c'est
qu'on ne croit pas tellement en sa cause. Et surtout que le boulangisme n'était pas très populaire parmi tous les royalistes. Donc oui, j'ai eu des sources neuves. Cela dit, bon, pas de tremblement de terre. Hein. Je pense que ce qu'avaient vu avant moi mes deux prédécesseurs principaux, Adrien Dancet et William Revin, avaient déjà nettement bien balayé le paysage. Où l'on constate que, évidemment, faire de l'histoire, c'est aller aux sources de famille, si je puis dire, puisque à la fois famille de ses étudiants et famille du côté royaliste que fut votre ancêtre. Mais la surprise peut-être pour qui travaille sur un personnage aussi connu, c'est que, et ce sera quand même ma dernière question sur les sources, hein, rassurons-nous, il n'y a pas, à proprement parler, d'archives personnelles de Georges Boulanger. Très peu. Voilà, très c'est peu. une surprise quand même pour... Parce que à la veille de sa mort, enfin dans les jours qui précèdent sa mort, il brûle tout. Et il le dit dans son testament, je brûle tout, à part quelques documents, en fait, il va en laisser quelques-uns à des proches, mais qui seront perdus. Donc on a d'archives Boulanger que ce que la police a saisi après sa fuite. Il s'enfuit, il a emmené beaucoup de choses, mais il a été négligent, et notamment, il a laissé derrière lui toutes les lettres que les fonctionnaires et militaires lui avaient envoyées discrètement pour lui faire allégeance. Au cas où il l'emporterait, il pouvait se placer. Pour ces malheureux, leur carrière a suivi le contre-coup de l'imprudence de leur idole. Oui, il y a eu donc, grâce à ces lettres, ou à cause de ces lettres-là plutôt, un contre-coup, effectivement. Tout à fait. Il y a eu des militaires dont la carrière a été brisée net. Certains ont dû démissionner et certains fonctionnaires ont été purement et simplement licenciés. Car à l'époque, un fonctionnaire était renvoyable sur un simple arrêté ministériel. Et à partir de ces sources, on va s'interroger désormais sur la nature de ce livre, parce que, effectivement, ça n'est pas une biographie, on a déjà dit pourquoi. Ça n'est pas non plus un récit de l'affaire Boulanger. On vient de voir avec ces sources du Sénat que ce qui subsiste dans des archives publiques, très souvent est lié aux affaires jugées. Et dès lors, ça n'est pas non plus ce que vous produisez, quoique, bien entendu, ça en fasse partie. Donc on a bien la reprise, si elle n'est pas dite telle qu'elle, mais de ce que vous aviez déjà fait pour l'affaire Dreyfus, justement, une histoire politique, finalement, de l'affaire Boulanger. Alors, si on compare les deux, pour servir d'entrée dans notre thème, puisqu'il s'agit d'une histoire politique, qu'est-ce que signifierait faire une histoire politique de l'affaire Boulanger? C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes entré dans l'idée du livre, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais comme type d'histoire? Je crois beaucoup à l'histoire politique. Bien sûr. Et je vais plaider pour un chapelle avec d'autant plus de vigueur qu'elle n'est pas actuellement en grande hauteur de sainteté, qu'elle a été longtemps la discipline reine et qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de problèmes et elle est contestée au profit d'autres histoires peut-être plus médiatiques, comme l'histoire des mentalités, enfin l'histoire des culturelles, pour employer le terme exact. Alors, pourquoi l'histoire politique? C'est que je crois que dans toute société, dans tout pays, dans toute cité, pour prendre l'exemple de la Grèce et de Rome, il faut qu'il y ait un forum, un agora, un endroit où toutes les grandes forces du pays, de la cité, forces politiques, mais forces aussi sociales, économiques, spirituelles, forces idéologiques, viennent se confronter, s'affronter, le cas échéant, et si possible se réguler. Il faut qu'il y ait un lieu où les grandes forces de la cité se rencontrent. Et ce lieu, c'est la politique. Donc je crois que toute activité humaine a une dimension politique. De toute façon, je pense très sérieusement aussi que les distinctions entre différents genres d'histoire sont un peu vaines dans la mesure où on ne peut pas faire l'histoire de boulangisme sans ignorer la crise économique qui sévit à ce moment-là, sans ignorer les problèmes de la société française, sans ignorer la diplomatie, le voisin allemand inquiétant, etc., etc. Et aussi les problèmes religieux qui, à l'époque, ont une importance essentielle. Alors justement, si on fait une histoire politique de cette affaire Boulanger, même si c'est une histoire politique du boulangisme, enfin, on y reviendra, d'un mouvement et justement qui ne devient pas un régime, mais qui fut un mouvement, ô combien. Si on fait donc cette histoire politique et si on entre dans le livre par la fin, c'est-à-dire par le chapitre 28. 28 chapitres, 732 pages, ça c'est un plaidoyer pour l'histoire politique, je peux vous le dire, et quand on le lit, on en ressort effectivement non seulement convaincu, mais nourri par tous les échos que l'on peut avoir et lire. Mais ce chapitre 28, donc, qui s'appelle l'après-boulangisme,
Est-ce qu'on peut dire qu'il va jusqu'à nous? Et si oui, comment va-t-il jusqu'à nous? Oui, il va jusqu'à. Vous savez que quand on compare hier et aujourd'hui, il faut toujours être très prudent, par définition. Les paramètres ne sont pas les mêmes, le contexte est bien sûr tout à fait différent. Il y en a un tout évident qu'on oublie parfois, c'est que le français de 1880, il a à sa frontière à l'est un voisin très inquiétant, avec lequel on se dit qu'il se pourrait bien qu'un jour une autre explication ait lieu. Il y a cette épée de Damoclès de la guerre qui est au-dessus des Français. Bien qu'aujourd'hui, peut-être, le spectre de la guerre peut revenir. Mais enfin, c'est quand même pas la même chose que d'avoir à 300 km de Paris toute une forte armée qui est prête à marcher. Donc, prudence dans ces comparaisons. Néanmoins, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de liens évidents. C'est avec le boulangisme qu'apparaît une nouvelle famille politique. Je crois que la fameuse répartition des trois droites de René Raymond, qui n'est pas méprisable, qui a eu son utilité même en son temps, mais qui demande d'être un petit peu nuancée et améliorée aujourd'hui. Je pense qu'on peut y ajouter une quatrième droite qui va naître surtout de la recomposition des précédentes droites, c'est-à-dire du royalisme impossible, du bonapartisme, avec l'apport de l'extrême gauche rochefortiste, ceux qu'on appelle les intransigeants, qui ne se sentent pas à l'aise dans ce régime nouveau, la démocratie républicaine libérale, et qui ne savent pas comment s'y opposer. Et le boulangisme va naître de la rencontre entre ces opposants qui se cherchent une voie. Alors, c'est ce qu'on va appeler, pas sur le moment, l'appellation est anachronique, c'est ce qu'on va appeler le nationalisme. On peut parler de nationalisme au moment de l'affaire Dreyfus. Je crois qu'il est prématuré d'employer le mot au moment du boulangisme. Querelle de mots, me direz-vous, un peu vaine, puisque si on n'a pas le mot, on a peut-être déjà la chose. On peut en discuter. Et donc, ainsi apparaît, à l'extrême droite de l'échiquier politique, une mouvance nouvelle qui, il faut bien le dire, quand même, a aujourd'hui des héritiers qui paraissent assez évidents, aussi évidents qu'il n'est même pas besoin de les nommer, je pense. Il suffit de regarder les panneaux électoraux dans nos villes. Donc, il y a une filiation. Encore une fois, il y a aussi une évolution. Toutes les familles politiques, en 100 ans, en 150 ans, évoluent forcément. Elles laissent beaucoup de choses derrière elles, elles en acquièrent d'autres, elles ont une expérience, un passé, un vécu qui forcément affecte leur identité. Mais néanmoins, si on suit la trame, quand même, il y a un lien. Alors, vous serez convaincu de l'importance de cette filiation en lisant le livre. Et pourtant, et ce sera la question de rebond dans le fait de prendre le livre par la fin, et pourtant, dans la campagne présidentielle que nous vivons, au fond, le mot de boulanger n'apparaît pas, alors que celui de Dreyfus est revenu même d'une façon extrêmement surprenante. J'avoue, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on remette en doute le fait que peut-être l'innocence de Dreyfus était douteuse, mais pas Boulanger. Alors, comment expliquer, malgré tout, alors que vous montrez bien, et combien c'est important, que dans la mémoire politique active, Boulanger, l'affaire Boulanger, le boulangisme, les boulangistes, la quatrième droite définie à partir de Boulanger est disparue? Je crois que c'est en fait assez logique, dans la mesure où le boulangisme, c'est quand même fini de façon un peu lamentable, et même un peu sordide, avec un flot de révélations montrant que l'aventure était impure, et dès le début. Et donc, quand 10 ans plus tard, les nationalistes repartent à l'assaut du pouvoir, ils se gardent bien de se recommander de ce précédent qui n'est pas très avouable. Seul Déroulède, qui a participé aux deux aventures, lui est le seul à dire « j'ai été boulangiste et j'en suis fier et je veux recommencer ». Les autres, non. Il y a comme trop d'affaires d'argent, trop d'affaires de trahison, un déballage sordide, d'un règlement de compte finalement assez pitoyable, donc on oublie. Même si on vient de cette aventure-là, mais on veut le faire oublier. Donc il est normal que la mémoire de l'extrême droite ait quand même occulté le boulangisme. En revanche, l'affaire Dreyfus, oui, l'action française s'est fondée sur l'affaire Dreyfus, et d'ailleurs n'en est pas sorti en quelque façon. Souvenez-vous de Maurras en 1945, quand le verdict tombe, quand on lui dit qu'il est condamné à la détention perpétuelle, il s'écrie « c'est la revanche de Dreyfus ». Il était encore dans ce monde, dans ce moule, et il n'en était en fait pas sorti. D'où d'ailleurs les crises internes, l'action française, l'entre-deux-guerres. Oui, c'est vrai qu'il y a un pathétique aussi du parcours
final de Boulanger qui le rend difficilement érigeable en héros, malgré tout. C'est à la fois un échec et en plus un échec qui, on y reviendra, peut être lié y compris à son propre caractère ou sa propre action et il peut difficilement servir de modèle incontestablement. Alors justement, si on doit commencer à entrer dans la nature de ce boulangisme, peut-être le faire comme vous le faites, c'est la première section parmi vos 4 sections de livre, y entrer par les causes, puisque c'est l'objet de la première nef de votre travail. Et cette entrée par les causes est une entrée qui insiste, bon, c'est un portrait de la France des années 1880, et vous placez au cœur de ce portrait un malaise national. Alors, on voit bien de nos jours combien le malaise fait le terreau du ou des populismes, mais ce malaise des années 1880, qu'est-ce qu'il a de particulier? Et est-ce qu'on se situe dans un moment qui est un moment finalement dont on pourrait tirer des analogies ou pas, tout en disant depuis le début attention à cette circulation entre le passé et le présent. Malgré tout, que signifie parler de malaise national dans les années 80 ? Je crois que oui, il existe bien sûr. Sa source, ce sont les incertitudes diverses que le pays traverse à ce moment-là. Depuis 100 ans, aucun régime n'a duré plus de 18 ans. Il y a donc une fragilité institutionnelle et une sorte d'interrogation. Comment arriver à fonder un régime stable, important aux Français, parce que je crois qu'il y a un consensus, les Français voudraient un régime libéral, modéré, raisonnable. Il y a bien sûr des extrêmes qui voudraient restaurer le roi, par exemple, mais ceux-là, ils sont quand même minoritaires. Un régime, finalement, assez proche de ce que la République est en train de fonder. Mais la République est fragile. Elle a encore montré en 85, aux élections de 1885, on a encore plus de 2 Français sur 5 qui ont voté contre la République. Donc un régime contesté. Pas sûr de lui qui est jeune. Les républicains ne sont au pouvoir réellement que depuis 1879, quand ils détiennent la majorité au Parlement et ils ont l'Élysée. Donc un régime fragile, jeune. Et donc beaucoup pensent qu'il va changer. Parce qu'une partie même des républicains disent qu'il faut modifier. On a bâti un régime provisoire il y a 10 ans, parce qu'il fallait sortir le provisoire, mais où il était bien d'accord au départ qu'on le réviserait dès qu'on aurait, nous, les républicains, tous les pouvoirs. Donc un régime encore incertain. Un régime aussi qui connaît une crise économique. Enfin, crise est un mot un peu excessif. Donc, quand on parle de crise, on voit les usines désertées, les manifestations de chômeurs, une situation de très forte tension. Je crois qu'il faudrait plutôt parler de marasme. L'économie est languissante. Ce n'est pas une dépression comme celle qui aura lieu dans les années 30, par exemple, mais c'est néanmoins une situation tout de même assez dégradée du point de vue économique. C'est aussi une période d'inquiétude patriotique. La France a perdu la guerre, elle a été démembrée, humiliée, et elle n'a pas d'alliés. Elle est seule. C'est pour ça qu'on est en train de courir après la Russie pour essayer de s'allier à elle, en lui faisant miroiter tous les millions du bas de laine français. Mais donc la France est isolée. Et elle a toujours quand même des provinces perdues, qu'il ne faut pas exagérer. La France n'est pas revancharde, dans la mesure où la France ne veut pas déclencher la guerre pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Mais elle ne veut pas non plus oublier. Elle ne veut pas, comme on dit, accepter le fait accompli. Et donc elle vit dans une sorte d'entre-deux, de mauvaise conscience, où on ne veut pas faire la guerre, mais on ne renonce pas à l'espoir un peu chimérique peut-être qu'un jour viendra où il faudra essayer de reprendre le province perdu. Dans une lettre très, très, très belle, d'ailleurs, Jules Ferry l'écrit à son neveu, « J'espère qu'un jour, vous, votre génération, vous aurez votre Salamine », par allusion à la grande victoire des Grecs dans l'Antiquité, qui a permis de sauver la Grèce. Eh bien, vous aurez votre revanche, vous reprendrez les provinces perdues. Il y a aussi peut-être aussi, c'est plus difficile à évaluer, une sorte de crise intellectuelle. C'est l'époque où le scientisme jette ses derniers feux. On a cru que la science allait répondre à tous les problèmes. Marcelin Berthelot, qui est un des grands savants du régime, un peu comme Pasteur, l'a dit, le monde est désormais sans mystère. Et on se rend compte qu'il y a quand même quelques mystères qui résistent.
C'est le moment où Bergson, par exemple, va montrer dans sa thèse qu'il soutient en 89 que l'intuition joue un rôle insoupçonné dans les processus de connaissance et de découverte. Donc la science est sur un piédestal qui commence à vaciller un peu. Et aussi le problème du problème religieux. L'Église est en train de subir une crise intérieure. Elle est liée à Rome qui a des problèmes graves avec le Royaume d'Italie. L'Église de France se sent un peu sur la défensive. L'élan de reconquête qui avait commencé après la Révolution française, cet élan est retombé, même il s'arrête en gros vers le milieu du siècle, on peut dire. Et donc l'Église se sent attaquée par un régime qui ne cache pas son anticléricalisme et qui promet, il le fera que dans quelques années, qu'il va abolir le concordat auquel l'Église attache, à mon avis à tort, attache un très grand prix. Et il y voit sa sauvegarde, l'assurance de sa survie. L'avenir va montrer qu'elle se trompe sur ce point-là. Donc, les Français sont hésitants. Ils sont un peu inquiets, et surtout, ils voient que le gouvernement, finalement, est un gouvernement qui ne les comble pas sur un point précis. Les Français veulent un gouvernement stable, ce n'est pas le cas, les ministères se succèdent, et un gouvernement qui donne l'impression de savoir où il veut aller, qui est une sorte de ligne politique claire qu'on peut approuver ou désapprover, alors que le gouvernement, au contraire, hésite. Le grand élan reconstructeur des années 70 et début des années 80 est retombé. Jusqu'en 85, c'est l'époque des grandes lois, loi Ferry, loi Naquet sur le divorce, loi sur qui autorise le syndicat. Donc il y a eu un élan réformateur. Après 85, cet élan est quand même retombé et les Français donc s'interrogent. Donc il y a un terreau, en effet, qui peut permettre à un aventurier, je crois que c'est le mot qui convient d'ailleurs, un aventurier de tenter sa chance. Et ce terreau, lorsque vous, dans cette partie où vous intéressez, où vous faites le portrait donc, de la France des années 1880, lorsque vous portez votre regard sur le champ politique, vous voyez ce terreau regroupé en deux, puisque vous mettez d'un côté les monarchistes avec toute leur coloration, et de l'autre les républicains. Est-ce qu'on peut dire que dans cette crise, dans ce malaise de la nation dans les années 80, il y a deux camps qui, au fond, sont porteurs de deux projets franchement différents, ou bien est-ce que déjà ce sont les nuances qui l'emportent? Je vois que les nuances l'emportent. On pourrait considérer que la vie politique, c'est comme l'hémicycle de la Chambre. Il y a deux extrêmes, et puis entre les deux, tout un éventail de nuances, avec des passages très subtils et compliqués d'un parti à l'autre. La frontière entre, par exemple, républicains modérés et radicaux est extrêmement floue. Mais je crois que le problème de l'époque, et ce qui peut-être amènerait une comparaison peut-être avec notre époque aujourd'hui, c'est que les partis politiques, face à cette crise, encore une fois entre guillemets, à cette attente de l'opinion, ne savent pas comment y répondre. Il y a une sorte quand même de coupure entre la classe politique, y compris une grande partie de la droite, qui est l'opposition, et le bas de la société. Et la droite, qui est l'opposition, n'arrive pas à porter une protestation, alors qu'elle devrait le faire, parce que c'est le rôle de l'opposition, de porter la protestation du pays. Elle ne sait pas le faire, et donc ça va donner sa chance à un tiers-parti, ce que le boulangisme va se flatter d'être. Un tiers-parti qui va recomposer, parce qu'il va puiser un peu partout. Alors on va voir de quelle façon. Et justement, est-ce que, quittant le terreau, quittant les causes, on ne pourrait pas définir le boulangisme par les boulangistes? Parce que une des façons de lire votre livre, c'est de passer par l'index. Alors, nouveau coup de chapeau, parce que il y a de plus en plus de livres publiés sans index, il faut le dire. Mais ça, nous qui sommes des praticiens et qui allons toujours chercher l'information, c'est une des façons de remonter les pistes. Et lorsqu'on passe par l'index, on s'aperçoit qu'il y a quand même une dizaine de personnages qui occupent plus que d'autres, évidemment, l'écrit, qui sont sollicités. 10 personnages parmi lesquels il y a des attendus et d'autres moins, il faut bien l'avouer, dans un livre sur le boulangisme. Pour ces 10 personnages, il y a aussi 2 femmes, on pourra y revenir, bien sûr. Mais dans ces 10 personnages, si vous deviez choisir, quel est celui dont vous diriez, si on doit définir le boulangisme par les boulangistes, celui-ci peut servir quand même de guide, ou en tout cas dans son parcours, dans ce qu'il a pu écrire, publier.
Alors, justement, le problème, c'est qu'aucun boulangiste ne peut prétendre incarner tout le boulangisme, y compris le boulanger lui-même, qui, évidemment, en fait, n'a pas compris son mouvement. Il l'a lancé, mais c'est un peu comme l'apprenti sorcier de Ducasse. Il met il met en branle des forces qu'il dépasse et il court après, en quelque sorte, on arrivait à les maîtriser. Non, aucun homme ne peut revanter tout le boulangisme. Puisqu'il y a un boulangisme de droite et un de gauche, en simplifiant beaucoup. Alors, pour le boulangisme républicain, celui qui se veut de gauche, je crois que le plus représentatif, c'est peut-être Georges Laguerre. Je le dis parce qu'un de mes étudiants vient de soutenir sa thèse sur lui, une excellente thèse d'ailleurs. Et puis qui est plutôt inconnu. Georges Laguerre. Laguerre, c'est un inconnu pour nous. À l'époque, il était assez connu. C'était le radical d'extrême gauche qui a commencé dans le sillage de Clémenceau, mais qui aura toujours devant lui, car la guerre est pressée. Il veut arriver au pouvoir, et devant lui, il y a Clémenceau. Clémenceau, qui a plus d'ancienneté, qui a peut-être aussi plus d'envergure intellectuelle, qui a... C'est vous qui connaissez mieux Laguerre que nous, Oui. pour nous le dire, parce qu'on ne peut la pas comparer. Pour Laguerre, le boulangisme sera un raccourci vers le pouvoir, une manière de doubler Clémenceau sur sa gauche et d'arriver au pouvoir un peu avant lui. Et Laguerre va être exemplaire de boulangisme dans la mesure où, à partir de motivations qui au départ ne sont pas forcément viles, qui même peuvent être légitimes, un souci de réforme qu'il veut porter, eh bien, il va accepter peu à peu toutes les dérives du mouvement, qui vont être les siennes aussi. Il va accepter l'argent facile, dont il découvre très vite que derrière, c'est les royalistes qui payent. Et ce bon républicain, qui, au lieu de s'indigner, de dire comment, mon général, vous acceptez l'argent de la droite, eh bien, il lui reproche simplement, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous savez bien que j'aurais été d'accord. Et c'est la seule reproche qu'il fait à Boulanger, parce que Laguerre a aussi de gros besoins d'argent, et il est à l'image de beaucoup de boulangistes qui vont accepter de fermer les yeux sur des alliances pas très avouables, parce que le tiroir caisse royaliste est grand ouvert et qu'il n'y a pratiquement qu'à se servir. Ça, c'est pour la gauche. Alors pour la droite, je crois que le grand homme, alors c'est quelqu'un totalement inconnu, je crois que son nom ne vous dira rien, c'est Jules Auffray. Jules Auffray, c'est un avocat. Il est royaliste, mais il est d'abord catholique, plutôt que royaliste. Il soutient la Restauration pour servir l'Église. Il est le secrétaire du groupe parlementaire de la droite monarchiste. Et comme il a affaire à des nobles qui ne sont pas très enclins à faire la vilaine besogne administrative, à se serrer les doigts, à faire la paperasse, c'est Auffray qui fait tout le travail. Et donc ça lui donne un pouvoir extrême, et c'est lui en fait le vrai chef parlementaire de la droite, même s'il n'est pas élu. Il n'entre pas dans l'hémicycle, mais c'est lui qui gère les dossiers, qui négocie avec Laguerre, avec également Naquet, un autre boulangiste républicain, et c'est l'homme fort de la droite boulangiste. Dès lors, où placer Déroulède? Parce que vous dites bien qu'il est celui du nationalisme. C'est peut-être le plus repérable. Ce n'est pas le moins célèbre de nos jours, effectivement. Et si je vous lis, reproduisant ce que Déroulède lui-même déclare à la haute cour, qui va l'exiler, Déroulède nous définit sa position, enfin je ne sais pas s'il l'a définie, en disant « J'étais boulangiste avec Gambetta et gambettiste avec Boulanger ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je suppose que le public n'a pas sûrement rien compris à cette déclaration. J'étais boulangiste avec Gambetta et gambettiste avec Boulanger, nous dit Paul Déroulède. D'abord, un mot sur Paul Déroulède. C'est un homme que la postérité a quand même calomnié en le réduisant à ses vers exécrables, ça c'est d'accord, et à ses poses souvent un peu ridicules. Donc il est un peu responsable de sa damnation mémorielle, comme on dit quand on est pédant. Il est un peu responsable de l'oubli et du mépris dans lequel il est tombé. Mais derrière ce côté un peu ridicule, il y avait un esprit assez fin qui, à mon avis, prédispose assez exactement ce que sera le gaullisme. Car Déroulède est républicain. Il l'a dit, et je crois qu'il est sincère. Un républicain autoritaire. Et d'ailleurs, ces derniers descendants, hier encore, les patriotes, savez-vous, existaient encore dans les années 70 et considéraient que le gaullisme était tout ce qu'ils avaient toujours voulu, que la Ve République, c'était exactement ce que Déroulède voulait. Bon, c'est un petit groupe folklorique, mais enfin, ça existait encore. Et dirigé par un ancien résistant, pour qui la France libre, c'était Déroulède aussi. Bien. Donc, Déroulède a été calomnié alors qu'il avait une vision assez, je crois, assez d'avant-garde,
qu'il défendait très mal, qu'il exposait très mal, mais qui avait sa légitimité. Et alors, pour lui, il voulait une république, disons, plus présidentialiste que parlementaire. Et donc, il avait croyé en Gambetta. Il voyait en Gambetta, qu'il avait rencontré pendant la guerre, dans des circonstances dramatiques, il voyait en Gambetta l'homme qui avait voulu se battre jusqu'au bout, qui n'est pas capitulé, et il y voyait en lui le républicain qui allait réformer le régime dans un sens plus énergique. Et donc, il était en effet gambettiste. Un gambettiste un peu à part, des autres gambettistes, bien sûr. Et alors, il a voulu transposer cette vénération pour Gambetta qu'il avait vers Boulanger en disant, voilà, un autre homme, Gambetta étant mort prématurément, voici un homme qui va également nous donner cette république présidentielle qui est nécessaire. Et comme ça n'a pas marché avec Boulanger, eh bien, il va dire, après tout, c'est moi qui vais essayer de le faire tout seul, 10 ans plus tard, au moment de l'affaire Dreyfus, et il va totalement échouer. Tout en créant la première figure de ce qu'on appellera, mais lui va contribuer à le faire, le nationalisme. Oui, mais alors c'est un nationaliste très à part, car à plusieurs reprises, il dit, mais nationaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, dit-il. Il ne faut pas dire ça, il faut dire, mon étiquette valable, c'est républicain plébiscitaire. C'est-à-dire partisan de l'élection du chef de l'État au suffrage universel. C'est sa marotte. Il croit que c'est une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes. Il se trompe, bien sûr, mais c'est également une vision d'avenir intelligente et assez logique dans sa manière de voir les choses. Déroulède, je crois qu'il s'est trompé. Il s'est trompé sur Boulanger. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, on dit pique-pendre, hein, il est très sévère pour lui. Il s'est trompé sur la Ligue des Patriotes, qu'il a toujours vu beaucoup plus forte qu'elle ne l'était. Il s'est trompé aussi sur la France, d'une certaine façon. Pour lui, l'objectif suprême, c'est la revanche. Il est l'un des seuls à être vraiment pour la revanche en France, et il ne voit pas que le pays, finalement, se satisfait de la paix, bien sûr, regrette ce qui s'est passé, sera très content si on abolit l'annexion, mais ne veut pas faire d'efforts superflus pour y parvenir. Donc, c'est un homme qui a toujours été déçu, qui s'est toujours battu un peu contre des moulins à vent. On le compare à Don Quichotte bien souvent. Et je crois que c'est une destinée un petit peu triste. Quand on parle Déroulède, c'est le désert des Tartares, c'est en attendant Godot. Déroulède meurt en janvier 14, 6 mois avant l'événement qu'il avait tant ardemment désiré, en ignorant un peu ce que ça allait donner. Je ne vous pouvais pas parler par hasard de Déroulède, évidemment. Est-ce qu'en travaillant sur le boulangisme, vous qui êtes un grand spécialiste depuis 1998 pour la publication, mais en fait c'était bien avant de Déroulède comme inventeur du nationalisme français, vous avez découvert Il n'est pas l'inventeur du nationalisme français. Mais est-ce que vous avez découvert un nouveau Déroulède? Non, je crois que un homme qui, je crois, dans le boulangisme a été quand même qui a été quand même un peu coupable, dans la mesure où il ne faut pas juger, ça sert à rien, mais je crois qu'il a quand même sous-estimé l'ampleur de la dérive morale de son mouvement. Il le dit à plusieurs reprises, il dit à Boulanger, je ne tolérerai pas que vous soyez le restaurateur de la monarchie, je suis républicain et je vous combattrai si vous le faites. Mais il n'a pas vu que l'argent coulait trop à flot et que l'esprit était corrompu, et il s'imagine qu'il allait pouvoir, lui, prendre la direction du mouvement et lui donner la bonne direction qu'il voulait. Je crois qu'il a été un petit peu imprudent pour être gentil. D'un père fondateur à un autre, on a croisé Gambetta, et on peut rendre hommage aussi à Jean-Marie Mayer, qui en 2008 avait publié un très beau Gambetta. On croise aussi beaucoup Ferry. Oui. Alors pourquoi? Que vient faire Ferry dans l'affaire boulangiste? C'est un des catalyseurs. C'est la haine de Ferry qui est un des grands moteurs de boulangisme. Voilà, c'est le contre-modèle. C'est le contre-modèle. Et ça aussi, c'est très contemporain. La haine pour un homme qui est parfois aveugle. Dans le cas des boulangistes, ils ont perdu les pédales. Pourquoi haïr Ferry? Ferry, d'abord, c'est le maire de Paris pendant le siège de 70. Donc, c'est Ferry Pinchère. Ferry famine, c'est un des qualificatifs aimables que Henri Rochefort lui décerne au tout bout de champ. Ferry, je parle pourquoi la gauche déteste Ferry, c'est donc le siège. C'est Ferry qui a quand même trouvé que la répression de la Commune était une très bonne chose et qui l'a dit. Ferry, c'est l'homme du Tonkin, c'est l'homme de la conquête coloniale. La conquête coloniale
appuyé par Bismarck pour détourner les Français, disent certains, de la ligne bleue des Vosges. Donc Ferry, c'est le traître, c'est l'homme à abattre, c'est aussi Ferry, c'est le disciple de Guizot, c'est le parlementarisme jusqu'à ses plus extrêmes conséquences. Voilà pour la gauche. Pour la droite, Ferry, c'est l'antéchrist, c'est l'homme des lois scolaires, c'est l'homme de l'école laïque. Et donc, c'est l'homme de la colonisation, car l'ordre à l'époque n'est pas du tout que pour la colonisation. Donc, c'est l'homme à abattre. Là, j'étais stupéfait en lisant les productions des Boulanger, des Debord, sur Ferry. C'est un torrent de haine qui perd toute retenue. Il y a même un auteur qui a, tel Virgile, a composé un livre en 12 chants, en vers, contre Ferry, pour dénoncer Ferry. Je ne sais pas qui a eu le courage de lire un tel pinsomme, mais en tout cas... Vous Non, j'avoue que... Non, je l'ai feuilleté, mais je n'ai quand même pas lu ligne à ligne, parce que c'était au-dessus de mes forces. Je crois que personne ne pourrait le faire. Donc Ferry, c'est l'homme haï que Boulanger provoque en duel, car Ferry traite Boulanger de Saint-Arnaud, de café-concert. Saint-Arnaud, c'est le général qui fait le coup d'État du 2 décembre 1951, qui ouvre le Second Empire. Et donc, après cette formule, Boulanger envoie ses témoins à Ferry. Ferry dit d'accord, on se battra, mais c'est Boulanger à lui de venir me combattre, il a qu'à venir à Paris, on se battra. Boulanger dit non, c'est à lui de venir. Bon, bref, chacun se restant sur sa position, le duel n'aura pas lieu, et les boulangistes vont dire Ferry refuse de se battre, ce qui n'est pas vrai, c'est le dernier des lâches. Le dernier des lâches, dans les articles, on sait que c'est Ferry. Donc, une haine qui dépasse toute mesure. Sauf, je reconnais que Déroulède, sur ce plan-là, était plus modéré que les autres. Et il rendra hommage à Ferry à sa mort en disant il a quand même fait les lois scolaires, car Déroulède, bien que croyant, est pour les lois scolaires. Et il dit il avait une envergure d'homme d'État. Et c'est absolument passionnant de voir ce Ferry-là, parce qu'on est habitué à une image, disons, qui est désormais contrastée entre le Ferry scolaire que nous honorons, ou en tout cas qui est très très présent dans la mémoire des lieux, en France entière, pour tous les établissements scolaires qui portent son nom, et puis le Ferry colonial qui, pour le coup, est tout à fait décrié, au point même, on s'en souvient tous, que lors de l'intronisation du président François Hollande, lorsqu'il avait rendu hommage à Jules Ferry, premier acte mémoriel qu'il ait fait, eh bien, ça a évidemment soulevé des critiques, mais qui ne sont pas aussi puissantes, aussi violentes et surtout aussi complètes, venant de tous les bords, que Ferry a eu de son vivant. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est anodin. Mais Ferry, il y a 120 ans, 140 ans, c'était l'allié de Bismarck, le vendu, le traître. C'était l'homme qui veut que Bismarck paye pour livrer la France aux Prussiens. Enfin, c'est un délire qui ne finit par ne plus vouloir signifier grand-chose. Et alors, vu de Toulouse, et on va clore là la galerie de tentative de définition du boulangisme par ceux qui passent dans votre livre, il y a quand même 30 références à Jaurès. Alors quand même, je ne peux pas être à Toulouse et ne pas vous poser la question là de Jaurès et de Boulanger. Toulouse et boulangisme, c'est deux hommes, c'est Jaurès et c'est Constant. Alors, pourquoi Jaurès, qui est député, qui est élu au scrutin de liste, donc dans le Tarn, donc il est élu, il est républicain modéré à l'époque. Certes, il est déjà en train d'évoluer, de réfléchir, et son socialisme est déjà un peu sous roche. Mais enfin, c'est un républicain modéré, proche de Ferry, d'ailleurs, dont il parle avec beaucoup de respect, et même à la fin de sa vie, quand il sera devenu socialiste, il aura toujours un grand respect pour Ferry et Gambetta. C'est un anti-boulangiste, notoire. Pour lui, Boulanger, c'est la démagogie dans ce cas-là de plus épais, de plus vulgaire. Donc Jaurès est totalement anti-boulangiste. Et comme à l'époque, il écrit déjà beaucoup dans la Dépêche, ces articles sont une bonne source, une source intelligente. C'est quand même l'analyse par un esprit aigu, une analyse qui est souvent utile et que j'ai souvent utilisée et reprise. Qu'on retrouve avec bonheur, effectivement. Alors, définir le boulangisme par les boulangistes, on y parvient malgré tout. On vient d'essayer de le voir, mais on a déjà fait son sort à René Raymond, il faut bien le dire. Et c'était l'objet de ma question suivante, ou de mon interrogation suivante. C'est lorsqu'on s'intéresse au boulangisme à travers les partis. C'est-à-dire non plus simplement les acteurs, mais la façon dont se coagulent les forces politiques. Là, je dois le dire, c'est une histoire politique très fine. Moi, j'ai beaucoup aimé, à la fois parce qu'on y revient à une histoire des élections, par exemple, qui se fait plus ou peu, il faut bien avouer. Non, mais c'est...
Ah oui, oui, voilà, c'est ce que vous disiez au tout début de notre rencontre. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire que le boulangisme est un dépassement des partis? Vous y avez déjà largement répondu. La négation des trois droites de René Raymond, il en est déjà des questions. Mais au fond, malgré tout, il a échoué à devenir un parti. Alors Tout à pourquoi? fait. Oui, il a échoué car son idée, en effet, c'était de fonder une sorte de grand parti unique où adhéreraient tous les bons Français. Vous savez que toutes ces idéologies de regroupement national se finissent toujours assez mal en général, car elles cachent parfois des desseins qui ne sont pas tous purs. Il a échoué. Eh bien, je crois que fondamentalement, son échec vient de ce qu'il a été incapable de transformer les votes en sa faveur, qui étaient des votes de protestation, en un vote d'adhésion. Les Français se sont servis de Boulanger comme d'un outil protestataire pour dire au gouvernement on n'est pas content. Mais à aucun moment, ils n'ont voulu adhérer à un projet qui était quand même très flou, qui n'était pas très rassurant par certains de ses aspects, et qui surtout paraissait incohérent. Comment faire marcher dans la même charrette, je peux dire, Henri Rochefort le communard et le baron Macquot, chef parlementaire de la droite modérée. Ça paraissait incohérent et impossible. Donc, ceux qui ont voté pour Boulanger, bien souvent, l'ont fait par protestation, et on a plusieurs exemples de Français qui votent pour Boulanger en pensant petit que pente de l'homme. Ça frappe beaucoup. Il y a un ministre belge, un ancien ministre belge, qui se trouve dans le nord de la France, dans le département du Nord, au moment où on vote pour Boulanger, et Boulanger va être élu, et il témoigne de sa stupéfaction en disant « Mais tous les royalistes que je rencontre n'ont aucune illusion sur Boulanger. Ils le méprisent cordialement, et ils votent pour lui. » Ça prouve bien que pour eux, Boulanger n'était pas le sauveur, n'était pas le sauveur suprême, l'homme providentiel, c'était un outil protestataire, rien de plus. Et c'est là l'échec de Boulanger. Il n'a pas réussi à transformer ses soutiens, contradictoires entre eux d'ailleurs, en une masse unique et crédible. Donc le boulangisme, coalescence de refus, de rejet, donc puissance tribunicienne. Le problème, c'est le tribun. Et c'est par là que nous allons continuer. C'est-à-dire, lorsqu'on s'intéresse au boulangisme de Boulanger, eh bien, c'est assez délicat de le définir. Et on peut dire avec vous, et avec ceux qui étudient quand même cette période, que le principal échec du boulangisme, c'est Boulanger. Ou plus exactement, qu'au cœur de l'échec du boulangisme, oui, on trouve Boulanger. Cette lecture, elle semble rester, après vous avoir parcouru, la plus probante. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut quand même pas parler d'un boulangisme de Georges Boulanger? Je crois, le problème de Boulanger, oui, Boulanger est le problème numéro un du boulangisme, ça c'est incontestable. Alors, un journaliste, il y a quelques jours, me pose la question, Boulanger, finalement, il était bête. Non, Boulanger n'est pas un imbécile. C'est une bonne intelligence moyenne, c'est pas un génie, hein. C'est un excellent officier, ça c'est vraiment sa marque, c'est un militaire dans l'âme. Et jusqu'à la fin de sa vie, il sera un soldat avec les qualités et les défauts que ça représente forcément. Un bon ministre aussi? Un bon ministre, oui. Pas un grand, pas un réformateur, mais un homme dynamique, énergique, et qui secoue la routine des bureaux. De point de vue-là, oui, ça a été un bon ministre. Mais il n'a pas laissé une trace fantastique dans les annales du ministère de la Guerre. Mais je crois que c'est un lycéen de l'époque, donc à ce qu'elle suppose une culture générale correcte. Mais Boulanger n'est pas un intellectuel. Les débats d'idées l'ennuient profondément. Il ne les cherche pas, et même il les fuit. Il a des idées en matière militaire de très simples. Pour lui, c'est à l'attaque. C'est la baïonnette au canon et on fonce. Ce qui est quand même, on verra en 14, pas une très bonne manière de procéder. Boulanger, donc, c'est pas un grand esprit. Mais il a une qualité qui explique son succès. Boulanger a un don extraordinaire pour faire parler de lui. C'est un communicant, Boulanger. Et là, il est très moderne. Il fait penser à beaucoup d'hommes politiques d'aujourd'hui qui ont ce même don, ou qui en tout cas en donnent l'impression. Boulanger, il est doué pour faire parler de lui. Vous parlez de l'art de la propagande. Oui. Il y a un chapitre entier qui est consacré à l'art de la propagande. Tout à fait. Il est, je ne sais pas, c'est pas analysable ce don-là. Un de ses amis officiers disait, vous verrez, mettez Boulanger avec 30 officiers autour de lui, on verra que lui. Il a un don. C'est pourtant pas un grand orateur, même. Pourtant, c'est pas Gambetta, c'est pas Jaurès, mais c'est un homme qui a un don
incompréhensible pour parler de lui. Un de ses premiers soins, quand il est nommé ministre, en arrivant rue Saint-Dominique, au ministère de la Guerre, c'est de créer un bureau de la presse qui va servir à alimenter les journaux en articles, en informations à sa gloire. Bon, son successeur va le supprimer tout de suite, mais de Boulanger a compris que dans une époque démocratique, souvent la communication compte énormément, plus par sa forme que par son fond. Qu'un message est plus efficace s'il est martelé 40 fois que s'il est intelligent mais dit une seule fois. Boulanger, d'instinct, d'ailleurs sans théoriser, a compris que dans une démocratie, eh bien, le savoir-faire et le faire savoir comptaient beaucoup plus que les talents de fond. Donc il avait quand même quelque chose à lui, bien à lui. Et c'est un maître du storytelling, on dirait de nos jours. Oui. Ça, c'est vrai, on le voit dans votre travail. Et parce qu'il transforme le moindre événement en récit et en geste, si possible. La façon, enfin, les chevaux qu'il monte, etc. Enfin, il y a tout un apparat du général Boulanger. Et est-ce qu'on peut dire dès lors qu'avec cet apparat, etc., il se positionne en anti-républicain, en contre-républicain, en républicain autoritaire. Enfin, voilà, quand même, si on doit... C'est là le problème fondamental. Boulanger est-il républicain? Alors, on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il n'arrête pas de le dire, je suis républicain. Mais comme on a par ailleurs la preuve qu'il a tellement menti à tout le monde et tout le temps, sa parole n'a qu'une valeur quand même assez relative. Boulanger est républicain, je pense qu'il n'est ni républicain ni anti-républicain, il est boulangiste, fondamentalement. Alors la République, il est prêt à la garder tant qu'elle lui sera favorable. Je pense qu'il serait prêt aussi à la balayer si elle se retournait contre lui, ce qu'elle fera d'ailleurs. Je crois qu'il est un peu vain de s'interroger sur ses idées, il n'en a pas. Et ce qu'il veut, c'est être le premier. Il veut arriver au pouvoir, point. Pour en faire quoi? Je crois qu'il n'en sait rien. Il veut le pouvoir pour lui-même. C'est une ambition qui, en fait, se nourrit d'elle-même, qui ne porte pas un grand projet. Boulanger n'a pas lu, il n'a pas de programme de réforme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va supprimer le Sénat, qu'il n'aime pas. Ça, c'est un peu léger comme programme. Il dit la République sera une République ouverte, c'est-à-dire pas anticléricale. C'est la seule chose à peu près précise qu'il dit. Quand on lui demande, par exemple, allez-vous abolir le Concordat et séparer l'Église de l'État, il dit je ne réponds pas. Je ne réponds pas, c'est aux Français de le dire. Quand je serai au pouvoir, je ferai un référendum. Donc il ne s'engage pas, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne dit pas ce qu'il veut, ce qui n'est pas très tenable sur le long terme, bien sûr. Donc Boulanger républicain, franchement, je crois que la question ne se pose même pas dans son cas, elle ne veut rien dire. Boulanger est pour celui qui l'aidera à arriver au pouvoir. République, monarchie, peu importe. Laissons-nous une dernière chance quand même. Et en étant autour d'un mot quand même, qui est celui de révision. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour le boulangisme et Boulanger lui-même, quand même que c'est presque un mantra, hein, enfin, quelque chose qui est répété constamment. On parle même d'un parti révisionniste. Enfin, oui. Que veut dire ce mot-là à cette époque-là? C'est une baguette magique. Boulanger a compris aussi qu'il faut des slogans, des mots d'ordre simples, unificateurs et mobilisateurs. La révision, c'est l'idéal. Que veut dire révision? Eh bien, ce qu'on a compris, c'est que le boulangisme est anti-parlementaire. Il faut donc sortir du régime parlementaire tel qu'il fonctionne. Mais pour mettre quoi à la place? Et c'est là que le problème commence, parce que les boulangistes ne sont pas d'accord entre eux. En gros, les royalistes veulent la restauration, bien sûr. Mais dans le camp républicain, il y a en gros deux écoles. Il y a ceux qui veulent aller vers un régime conventionnel, c'est les radicaux. La Grande Révolution française, la Convention de 93, c'est-à-dire une assemblée unique ayant tous les pouvoirs. Ça, c'est le modèle républicain pur et dur, que tous les républicains ne reprennent pas, bien sûr. Et puis, il y a les républicains à la déroulette, présidentialistes, qui veulent au contraire renforcer l'exécutif. Les uns veulent le supprimer, d'autres veulent le renforcer. Boulanger s'est bien gardé de dire où penchaient ses préférences. Je pense quand même qu'un militaire sorti de Saint-Cyr dans les années 50, on peut penser c'est un homme d'ordre, et plutôt porté vers l'autorité. Mais encore une fois, il n'a pas dit ce qu'il se voulait. Donc pas de projet de 4e République. Clarifier le mot magique,
le mot attrape tout de révision Voilà. sert de programme, en quelque sorte, et chacun peut y amener ce qu'il souhaite. C'est à la fois évidemment très utile pour rassembler, et c'est très évidemment difficile d'aboutir à quoi que ce soit avec ça. Absolument. Mais alors, en essayant d'éviter ce que vous faites, bien entendu, le psychologisme, la fin du parcours de Boulanger insiste sur l'idée d'un homme qui se suicide, sur la tombe de sa maîtresse, etc. Et la question récurrente, mais qu'on peut traiter à l'historien, c'est de se poser la question justement d'un défaut de caractère. Est-ce qu'on peut parler? Et si oui, dans quelle mesure? Parce que pour ne pas être justement uniquement de cliché en cliché. Bien, Boulanger, c'est prêt au cliché. Sa fin, c'est un mélodrame comme les romans feuilletons de l'époque en proposent. C'est la Madame de Bonnemain, bonne catholique pratiquante, qui est amoureux d'un général qui est sans doute un mécréant et qui, dans ses bras, oublie tous ses devoirs de bonne chrétienne. C'est édifiant et en effet, ça peut faire un bon roman. Ça d'ailleurs a été fait. Très mal d'ailleurs, en général. Oui, Boulanger, c'est prêt au cliché. Sa fin est en effet un peu lamentable. Je crois que, pour l'historien, ça montre que l'homme a une faille interne. Encore une fois, c'est un soldat. Donc, sur le champ de bataille, tout le monde a souligné son courage et même sa témérité. Dans la vie civile, il est un peu déphasé, incontestablement. Il réagit mal, il réagit d'instinct, par exemple, sa fuite. Boulanger s'enfuit parce que le gouvernement lui fait croire qu'il va être arrêté et traduit en haute cour. Alors là, il y a des pages formidables sur toute la manipulation. Vous montrez tout ce tapis incroyable, hein, avec des informations qui lui proviennent d'amis, mais qui sont intoxiqués par... Il y a plusieurs pages là-dessus qui m'ont passionné, moi, parce qu'on voit l'intrigue se nouer. Et évidemment, la victime, c'est-à-dire que l'araignée devient la mouche dans cette histoire-là. Il est au centre d'un réseau, mais qui, au fond, le dessert. Oui, mais quelqu'un qui aurait le caractère, lui, ne serait pas intimidé. Boulanger, lui, il réagit d'instinct, sans réfléchir. Je dis quelque part, ce n'est pas un genre d'échec. Il ne prévoit que le coup qui vient, pas les 2 ou 3 qui suivent. Donc, il voit qu'il y a un danger, qu'il va être privé de sa maîtresse à laquelle il tient, privé d'une vie confortable à laquelle, finalement, il s'est quand même un peu habitué, à laquelle il a pris goût. Et donc, sa première idée, c'est « je m'en vais, j'échappe à la prison ». Je m'en vais, de toute façon, le pays est pour moi. Dans 6 mois, élection générale, je reviendrai en triomphateur. Il n'a pas vu que sa popularité reposait justement sur le fait qu'il était là, présent, et qu'on savait qui il était, on pouvait le voir au bois tous les matins, à cheval. Donc il avait une existence. En s'enfuyant, il se déconsidère. Ce n'est plus comme on l'a dit, on le compare à un notaire véreux qui prend la fuite parce que ses magouilles ont été découvertes. Il n'a pas compris. Il y a une faiblesse en lui. C'est un homme courageux dans la vie militaire, pas dans la vie civile. Alors son suicide, qui est impressionnant, parce qu'il le planifie avec un sang-froid qui fait un peu froid dans le dos. La veille de sa mort, il écrit son testament en disant « je me tuerai demain », et avec sa main ne tremble pas. On a ces manuscrits. C'est une précision d'une force qui est stupéfiante. Mais il est incapable de survivre à la dépression. Sa maîtresse meurt au mois de juillet, dans des conditions affreuses. Elle a une tuberculose une agonie terrible. Et à sa mort, Boulanger, tout d'un coup, découvre la réalité que sa maîtresse lui cachait. Il découvre qu'il est seul, que sa vie politique est terminée, qu'il est déconsidéré par toutes les révélations qui ont été faites depuis plusieurs mois sur son financement, le fait qu'il s'est vendu aux royalistes. Il a promis une restauration, il ne pensait pas la faire, il a menti aux royalistes. Mais enfin, il a accepté leur argent, il a accepté de promettre la restauration. Il voit que c'est fini, il est au bout du rouleau, il est dans une impasse. Donc il n'y a que la mort qui peut l'en faire sortir. Mais c'est quand même l'aveu d'une faiblesse. Des traversées du désert, certains en auront d'autres. Clémenceau va avoir la sienne dans peu de temps, De Gaulle aura la sienne plus tard. Les gens qui ont du caractère, ils savent tenir dans l'adversité. Boulanger, lui, se désunit totalement. Oui, c'est un petit peu l'anti-homme politique aussi que vous connaissez bien, parce que vous avez édité son journal à l'Élysée, Félix Faure. Enfin, on n'a pas du tout le même type de caractère, même s'il n'y a pas de traversée du désert, enfin à ma connaissance, mais là je suis assez inculte quand même, je dois le dire, sur la vie de Félix Faure avant l'Élysée. Donc c'est pas le même type de parcours non plus, mais enfin le caractère de l'homme était connu, en revanche. Et l'autre acteur, que vous dépeignez tout du long,
un peu à la Émile Zola, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il y a dans ce livre un acteur qui n'est pas caché parce que vous faites un chapitre entier sur les outils. Et dans ces outils, vous insistez sur l'argent. Il faut dire que du vivant de Boulanger, et dans l'image négative qu'il y a de lui, on vient de le voir, l'argent tient un rôle considérable. Et c'est un acteur, finalement, qui à la fois a fasciné et dépassé Boulanger, mais qui est central dans cette aventure. Voilà. Et il faut dire qu'à l'époque... C'est neuf, je trouve, excusez-moi. Parce que la plupart du temps, sur Boulanger, sur le boulangisme, ce qui est dit, voilà, c'est les royalistes, vous le dites, vous l'écrivez d'ailleurs ça, ce sont les royalistes qui l'ont financé, puis on s'arrête là, dites-vous, et on va pas voir le rôle qu'il a joué. Et ça, vous faites cette histoire-là, et moi, elle m'a passionné. Vous savez que qui dit politique dit argent. L'argent et la politique ont des rapports nécessaires. Regrettable sans doute, mais nécessaire. Et aujourd'hui, il y a une législation, il y a des limitations, respectées ou non. Enfin, il y a des règles qui ont été posées pour l'argent et son rôle dans la politique. À l'époque, il n'y a rien. Il n'y a aucune limitation, rien. Et c'est un tabou. On ne parle pas de ces questions-là. Ce qui fait que la vie politique coûtant cher, il faut qu'un homme politique trouve des fonds pour se faire réélire. J'ai calculé qu'une campagne électorale moyenne, qui n'est pas trop chère, c'est 10 000 francs. C'est-à-dire plus que le salaire annuel d'un député, qui est de 9 000 francs. Donc il faut... Et c'est pas beaucoup. On parle de francs hors de l'époque. Oui, mais les députés sont mal payés à l'époque, et d'ailleurs, ça a des conséquences parfois graves. Donc il faut trouver de l'argent pour faire vivre le journal de sa circonscription, pour payer après les affiches, les couleurs d'affiches, et ses bulletins, car c'est au candidat de fournir les bulletins, c'est de trouver des gens qui distribuent ces bulletins, car souvent, à la porte des bureaux de vote, il y a ce qu'on appelle des ballotteurs qui sont là avec leur paquet, qui essayent de mettre le bon bulletin dans la main de l'électeur. Tout ceci a un prix extrêmement lourd, qui s'ajoute à tout ce qu'un homme doit. Et souvent, on a un logement en province dans sa circonscription, mais il faut aussi un logement à Paris. Bon, être député, ça coûte cher. Et donc, il faut de l'argent. Et beaucoup de scandales financiers vont s'expliquer aussi par là. Alors, dans le boulangisme, le problème, c'est que les royalistes, eux seuls, ont de l'argent. Les bonapartistes en ont très peu. Les républicains de l'extrême gauche en ont peu, fort peu. Il y a peut-être que Rochefort qui vit de façon assez luxueuse, mais la plupart d'entre eux, ils n'ont pas d'argent. Donc il en faut. Et c'est pour ça que je crois très fondamentalement que si les royalistes n'avaient pas payé, Boulanger serait oublié depuis bien longtemps. Le boulangisme n'aurait pas duré un mois. Il a pu durer parce que les royalistes ont apporté l'argent, et puis les électeurs aussi, et la presse. C'est les souscriptions. Tout à fait. Tout un système nouveau, malgré tout, là, que met en place le boulangisme. Oui, c'est pas sa source principale de revenus. Je crois que il a été payé par les royalistes et puis aussi par quelques amis aussi, dont on parle assez peu. Par exemple, le propriétaire du magasin du Louvre, Monsieur Hérault, qui a un ami de boulanger qui va le subventionner. On parle de 700 000 francs, quand même. C'est pas un petit pourboire, hein. Alors c'est une fois amusant parce que, enfin amusant, c'est tragique aussi, c'est que Hérault devient fou, il prend un revolver, tire sur sa femme, croyant qu'elle le trompe avec Boulanger justement, et donc il faut l'interner. Donc fin du financement du côté des magasins du Louvre. Mais d'autres ont payé. Il y a eu des fonds venant des États-Unis, semble-t-il aussi. Donc des fonds très divers, mais qui mis bout à bout font une somme colossale. Je crois que l'estimation basse, c'est que du seul côté royaliste, Boulanger a obtenu au moins 8 millions de francs. À mon avis, on est plutôt près de 10 ou 12. Et puis, de l'autre côté, je pense qu'au total, Boulanger a quand même dû disposer de 15 millions de francs au total. Une somme astronomique. Et donc, d'ailleurs, certains diront qu'avec moitié moins, on aurait fait aussi bien. Parce qu'il y a eu un gaspillage, un coulage même, on peut dire, puisque dès qu'un député avait des problèmes d'argent, il venait voir Dillon, le caissier de Boulanger, et disait, voilà, j'ai un problème, mon journal ne marche pas. La guerre, notamment, est à la veille d'être saisie par huissier quand il s'engage au boulangisme, ce qui a peut-être joué aussi dans sa motivation. Donc oui, l'argent est un acteur fondamental dans le crise boulangiste. Il avait déjà joué un rôle avant, bien sûr, mais jamais il ne s'est étalé de manière aussi cynique et aussi presque indécente. Et dans son discrédit aussi. Tout à fait. Alors, pour boucler la boucle, et avant de vous laisser la parole, dans
dans la question qui reste pendante et qui est celle de tout le livre, au fond, c'est celle de la définition du populisme, malgré tout, dans son origine. Et au fond, si on suit et relit Maurice Agulon, le populisme, c'est le peuple à l'inconditionnel, disait-il dans un article déjà ancien. Ce peuple à l'inconditionnel, comment est-ce que le boulangisme l'a pétri? Est-ce qu'on peut dire que vous signalez en tout dernier qu'il y a des renaissances de la boulange, vous appelez, enfin c'est une expression d'époque, mais et que ces renaissances, ces récurrences de la boulange vous semblent être quand même consubstantielles à la démocratie, puisque, dites-vous, démagogie et démocratie sont un petit peu en partie liées, mais en tout cas, qu'est-ce que le boulangisme dans cette histoire récurrente du populisme? Est-ce que c'est un archétype ou est-ce que c'est un prototype du populisme français? Ça, c'est une question, je dirais que c'est une question vache pour parler un peu vulgairement. Désolé, c'est pas le but. Je crois que le boulangisme marque une inflexion. Le populisme existe depuis toujours, on est d'accord. Dans la Grèce antique, les démagogues existaient déjà. D'ailleurs, le mot vient de la Grèce antique. Il y en avait aussi à Rome. Catilina était une sorte de populisme, à quelque sorte. Donc, il y a toujours des populistes. Dans le cas du boulangisme, on marque une inflexion parce qu'on entre dans un monde nouveau, un monde médiatique. C'est le moment où la presse, à très bas prix, commence à irriguer tout le pays, y compris les hameaux les plus lointains, les plus reculés. Et donc, toute innovation médiatique a un rôle, comme l'aura la télévision des années 60, comme Internet aujourd'hui. Chaque fois, il y a un saut quantitatif qui est aussi un saut qualitatif. Le boulangisme profite de cette espèce de démocratisation, entre guillemets, de la presse écrite pour véhiculer ses propres idées, enfin, idées, encore une fois, étant un mot bien flatteur pour la chose. Vous avez raison, entre démocratie et démagogie, la frontière est toujours extrêmement faible. Elle est floue, d'ailleurs on la passe, je crois, parfois de bonne foi. Les républicains eux-mêmes, vous savez, par moments, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Lors des élections d'octobre 77, ils y vont même à l'artillerie lourde. Et ce n'est pas toujours d'un très raffiné. Quand vous savez, le seigneur qui fait battre par ses paysans l'étang pour faire taire les crapauds et qu'ils puissent faire sa sieste, ça c'est la démagogie pure et simple. Ou le droit du cuissage qui va être rétabli. Les républicains donc parfois ont bien franchi la ligne rouge. Je crois que tout le monde l'a franchi et parfois c'est pas très grave quand ça reste ponctuel. Dans le cas du boulangisme, ça a été systématique. Les boulangistes ont voulu exploiter et cyniquement et consciemment certaines ombres qu'il y a dans toute société. La peur, la haine. On parlait de Thierry tout à l'heure, les boulangistes ont bien actionné ce ressort-là. La revanche, le désir de piétiner les puissants, de les abaisser, de les humilier. On a des textes parfois ahurissants de violence contre les députés, contre les gens importants, contre les préfets, contre les ministres. Et le boulangisme a donc vraiment actionné tous ces ressorts-là. Et je crois que de façon un peu imprudente, parce qu'à son tour, il aurait été victime des mêmes ressorts s'il était arrivé au pouvoir. Et donc, je crois qu'on est dans un tournant. Le populisme va prendre une nouvelle allure. Il va pouvoir profiter de relais dans l'opinion qui n'existaient pas avant. Donc oui, je crois que le boulangisme est un prototype dans une très vieille histoire. Prototype dans la démocratie moderne, on pourrait dire ça comme ça. Alors c'est à vous maintenant que revient de poser des questions. Et si vous le souhaitez, bien sûr, comme d'habitude, la première est la plus difficile, mais on peut donc commencer immédiatement. Merci. Alors, j'aurais deux questions. La première, c'est quelles sont les bases sociologiques du boulangisme? Quelles sont les populations qui sont séduites par ce mouvement? Et ensuite, j'ai vu que vous y faisiez allusion dans la 4e couverture, parce qu'on a parlé de la thèse de René Raymond qui est un peu dépassée. Que penser de la deuxième thèse, celle de l'israélien Ziv Sternel, qui disait que c'était un proto-fascisme? On n'en a pas parlé, donc je voulais savoir que penser de ça. Et est-ce que le boulangisme, et est-ce que les croix de feu de la Roque sont un néo-boulangisme dans les années 30? Alors, sur la sociologie du boulangisme,
il est très difficile de catégoriser de manière correcte le boulangisme de ce point de vue-là. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a des secteurs très favorables, en effet. En gros, les villes. Les campagnes, elles, ne le sont pas ou peu. Quand elles le sont, c'est parce que l'élu local a adhéré au boulangisme. Des élus boulanger, il y en a dans la Nièvre, par exemple, ou la Corrèze, qui sont des zones rurales, mais uniquement parce que le député sortant est boulangiste. Peu de temps, en général, d'ailleurs après, il s'empresse de faire marche arrière. Donc, c'est un phénomène surtout urbain. Alors, dans les villes, en général, c'est le cas de Paris qu'on connaît le mieux, hein, donc je vais devoir en parler. À Paris, ils recrutent dans le monde ouvrier, ça c'est très net, et notamment dans certains secteurs très précis comme les compagnies de chemin de fer, les cheminots sont très boulangistes, les cochers de fiacre aussi, dans des secteurs en crise, car il y a des problèmes dans ces deux catégories-là. Et puis, ils recrutent aussi dans le haut des classes populaires ou le bas des classes moyennes, comme vous voulez, tout ce qui est commerçants, artisans, les patrons de café. Ça, c'est une des clientèles très fortes du boulangisme. Il n'a aucun succès dans la haute bourgeoisie, aucun. Dans tous ceux qui sont proches du pouvoir, bien sûr. Mais tous ceux qui sont les employés de magasins, c'est le moment où Zola va écrire Pobouille, c'est une clientèle aussi assez forte du boulangisme. On a évoqué le cas aussi des migrants, ceux qui arrivent de la province, qui sont déracinés, pour employer le langage de Barès, et qui donc trouvent dans le boulanger peut-être une structure d'accueil. C'est à la fois tentant, beaucoup le font, hein, je suis un peu réservé. Quand je vois que des villes comme Marseille et Lyon, qui sont des villes d'accueil aussi de populations extérieures, qui ne sont pas du tout boulangistes. Donc, j'ai du mal à trouver des règles très précises. Dans le cas parisien, c'est à peu près clair. En dehors, les deux grandes villes boulangistes, c'est Nancy et Bordeaux. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir ce qui se passe. Dans le cas de Nancy encore, il y a tous les migrants, tous les optants d'Alsace-Lorraine qui se sont repliés sur la Lorraine restée française. Là encore, mais encore, c'est peut-être même pas évident que ce soit eux les principaux fournisseurs de boulangisme. Donc, j'ai du mal à vous répondre. Vous voyez, lâchement, je m'abrite derrière mon ignorance. Boulanger a attiré les villes, et dans les villes, plutôt, les couches, la moitié inférieure de la société, avec des exceptions dans les deux sens, bien sûr. Alors, un peu poujadiste. Oui, bien sûr, il y a des ressemblances nettes avec le poujadisme. Pour Sternel, j'en dis un peu de mal dans mon livre, que d'ailleurs certains ont trouvé que j'étais un peu trop virulent. Je pense que Joseph Sternel était plus un historien des idées, un essayiste qu'un historien tout court. Donc, il lisait beaucoup les théoriciens. Il n'allait pas se plonger dans les archives de la police, où il l'a fait, mais très rapidement. Et donc, il n'a pas pris la température des comités boulangistes de base, à Paris notamment. Ce que pense le commerçant radical qui adhère au comité boulangiste du coin. Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses idées, ses fantasmes, ses haines aussi, ses frustrations? Et donc, il en reste une histoire totalement linéaire des idées, sans voir que les idées sont filles de leur temps aussi, et pas seulement de leur père, qu'elles sont victimes des événements. Et donc son schéma sur le nationalisme français, père du fascisme, non pas qu'il soit entièrement faux, je veux dire par là qu'il y a quelques liens intellectuels, idéologiques, mais je crois que ça ne suffit pas du tout à expliquer la genèse du fascisme, qui est un mouvement italien d'abord, est né des conditions de la guerre en Italie et de la sortie de guerre italienne, qui sont très à part et qui n'existent pas en France. Après tout, vous parlez des Croix de Feu. Est-ce qu'ils sont fascistes? Non, les travaux les plus récents ont plutôt tendance à les assimiler à une droite autoritaire, mais plus conservatrice que révolutionnaire. Le 6 février 1934 le montre d'ailleurs très bien. De même, tout le réseau ancien combattant de l'entre-deux-guerres, qui est un mouvement extrêmement puissant, n'est pas du tout gagné à ces idées-là. C'est un mouvement pacifique, conservateur, qui n'a rien à voir avec l'élan fasciste chanté par Sternel. Bon, cela dit, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Et merci d'avoir posé cette question, parce qu'effectivement, c'est un grand et vieux débat. C'est un vieux débat. Dans l'histoire politique française. Oui. Tout à fait. D'autres questions?
Puis maintenant on a vaincu Sternel par Prost. Oui. Moi, je suis un peu atterrée après vous avoir écouté tous les deux. J'ai l'impression que le boulangisme, enfin, il n'y a rien à l'intérieur, c'est une auberge espagnole Oui. et qu'il n'en est rien resté d'une certaine façon. Si, Enfin, j'ai eu un sentiment de vide. c'est une coquille et vide. d'effroi, Ça, c'est presque. évidemment, c'est une coquille vide où chacun apporte ses colères, ses griefs, qui sont totalement opposés aux colères du voisin. Vous avez Bien. parlé de Ah, mais coalescence, de rejet. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui. Mais alors, il en reste des choses importantes, au contraire. C'est que le boulangisme a obtenu l'effet inverse de ce qu'il recherchait. Il a rendu le régime irréformable. Puisque désormais, après Boulanger, réclamer la révision, c'était un factieux. C'est l'homme du plébiscite, l'homme de l'autorité. Le mot révision devient un gros mot même. Se dire révisionniste, c'est un reproche qu'on adresse aux autres. La Constitution, pas plutôt les lois constitutionnelles, est parfaite puisqu'elle a tenu dans la tourmente, donc il ne faut rien changer. Or, les défauts de ces lois sont une des raisons, je n'y ai pas insisté, sont une des raisons du boulangisme. Si on ne change rien, ça va recommencer, ce qui va se passer 10 ans plus tard. Donc, le boulangisme a figé le régime dans ses certitudes et dans son identité. Et ça, c'est quand même exactement ce qu'il voulait éviter. Mais c'est un effet extrêmement important. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il l'a renforcé dans ses faiblesses? Oui, tout à fait. Tout à fait. Une question, pardon. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement les deux femmes de l'index dont vous avez parlé tout à l'heure? Je suppose que c'est la duchesse d'Uzès. Et puis Madame de Bonnemain, mais bon. Et Madame de Bonnemain, bien sûr. On a pu parler de Séverine aussi, ou bien de Louise Michel. Alors, la duchesse d'Uzès, la duchesse, c'est les champagnes de Veuve Clicquot. Elle a hérité de cela, c'est une affaire qui marche très bien. Elle est riche à millions, et donc c'est elle qui va être l'un des principaux fournisseurs. Du côté royaliste, il y a deux qui payent. Il y a la duchesse d'Uzès et il y a le baron de Hirsch qui a le défaut d'être autrichien et juif, ce qui fait qu'on n'ose pas trop le montrer. On n'ose pas trop révéler que c'est lui qui paye aussi. La duchesse d'Uzès a donné 3 millions aux prétendants royalistes pour payer Boulanger et faire la restauration. Elle l'a fait avec beaucoup de générosité, beaucoup de légèreté aussi, je crois qu'on peut dire. C'est pas une grande tête. Elle est généreuse de cœur. Elle a la tête un peu vide, sans doute. Elle ne s'en est jamais repentie et elle ne s'en est jamais dissimulée. Quand on lui a demandé, elle a dit oui, tout à fait. J'ai donné 3 millions au boulangisme pour prendre le pouvoir. Bon, son rôle n'a été finalement purement financier. Madame de Bonnemain, elle, son rôle a été important. C'est sans doute la seule femme que Boulanger a vraiment aimée. Boulanger était un homme à femme. Il le courait en permanence. Sa femme a fini par le quitter on est allé à la fin vers une séparation de biens. Boulanger, donc, a une vie privée à la fois extrêmement bien remplie, mais totalement vide. Ce sont des conquêtes éphémères qui passent et qui ne restent pas. Avec les Madame de Bonnemain, il a vraiment trouvé la grande passion, une passion d'automne, parce qu'il est plus tout jeune quand il la rencontre, et sans d'ailleurs devenir fidèle pour autant. Il lui dit carrément, attention, moi j'ai des maîtresses tout le temps, je continuerai. Donc, inutile de gémir, de récriminer, sinon, si vous faites ça, on ne se verra plus. Au moins, c'est clair et net. Mais il est quand même attaché à elle. Très attaché à elle. Alors, on a dit beaucoup de choses sur elle. On a dit, c'est un espion de Bismarck, un agent de Bismarck qui est envoyé pour empêcher Boulanger de prendre le pouvoir parce que Bismarck a peur de Boulanger. Bismarck n'a pas peur du tout de Boulanger, pas du tout, et c'est une théorie absolument ridicule. On a dit, c'est l'agent de Constant, ministre de l'Intérieur, c'est le valet de la police. C'est aussi, il n'y a pas la moindre preuve à l'appui de cette thèse, d'autant plus que Constant arrive au pouvoir au moment où Madame de Bonnemain est depuis plusieurs mois la maîtresse de Boulanger.
Non, c'est quelqu'un simplement elle a aimé Boulanger, sincèrement. Et je crois que leur idylle est peut-être une des rares choses authentiques dans cette aventure qui a été quand même fondée sur le mensonge de bout en bout. Donc Madame Bonnemin a joué un rôle. Alors on l'a accusée d'être une sorte de Dalila qui aurait émasculé, c'est le mot qu'on a employé, ce Samson un peu trop porté sur la bagatelle. On a dit que c'est Madame de Bonnemain qui le pousse à fuir, par exemple. C'est une erreur. Madame de Bonnemain n'a absolument pas conseillé Boulanger. Elle savait, d'ailleurs, ça ne servira à rien. Et plusieurs fois, elle le dit à Desroulettes notamment, quand Desroulettes vient voir Boulanger, qui est exilé, en disant « il faut revenir, si vous ne revenez pas, tout est perdu ». Madame de Bonnemain lui dit « mais il faut le convaincre, il faut qu'il revienne, c'est son intérêt ». Donc elle n'est pas du tout la femme qui veut accaparer son amant et le garder pour elle toute seule. Elle n'a joué un rôle finalement que passif. Boulanger tenait à elle, et ça a peut-être influencé en effet sa sorte de démobilisation civique qui a été la sienne. Reste Louise Michel, quand même. J'ai bien entendu que... Et là, le côté politique, peut-être, puisque vous évoquiez le fait que Louise Michel a pu compter. Et une autre et dernière question, avant la séance de dédicace et le fait de vous remercier. Donc, si personne n'a d'autres questions, je suis assez curieux de voir, à propos de Louise Michel, quel pouvait être leur lien, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit vraiment de deux continents. Mais Louise Michel, c'est un cas. C'est un cas de la mesure où elle n'a jamais rompu avec Rochefort, même au moment où Rochefort s'égarait le plus. Elle est toujours restée amie avec lui, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Dans le boulangisme, elle est ni pour ni contre, elle est ni l'un ni l'autre. Elle dit Boulanger, jamais, il a figé la commune quand même, Boulanger. Mais le pouvoir, c'est la bourgeoisie, c'est le capital, c'est aussi détestable. Donc ni l'un ni l'autre. Mais encore une fois, Louise Michel elle a eu quand même des mots très compréhensifs pour Rochefort et les siens. Une question ? Non, c'est bon. On va remercier absolument au terme de cette séance. Donc on va vous remercier de nous avoir fait partager cette passion quand même pour l'histoire politique d'abord. Oui. Qu'on retient d'abord et avant tout. Et ensuite, cette information vraiment neuve, enfin, je ne saurais trop vous recommander à nouveau de le lire, pour le boulangisme comme phénomène et comme, vous l'avez dit, prototype du populisme tel qu'on peut le vivre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Bertrand Joly à la librairie Ombre Blanche le 6 avril 2022 autour de la parution de son livre « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme, 1886-1991 », publié aux éditions du CNRS. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.